Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Droit des collectivités territoriales. Fondé et dirigé par Bernard Poujade et Xavier Cabane. Professeur à l'Université de Paris. Série. Travaux de l'Association française de droit des collectivités locales. Dernière parution. Marie-Jean, l'égalité professionnelle dans la fonction publique territoriale. L'exemple de la région Nouvelle-Aquitaine, 2020. J.C. Cervantes, le principe d'unité des catégories de collectivités territoriales en question, 2019. CCHEVILLEYHIVER, M. Hauser et Amarceau dire les collectivités territoriales à l'ère du numérique, 2019. Thierry Di Mano et Alequigno dire quel est communes pour le XXIe siècle, 2018. Mélisse Douance dire l'exercice des compétences locales entre rationalisation et créativité, 2018. Apolline Thirion, la nouvelle compétence GEM-API, 2018. Jean-Marc Bou, la dynamique de l'économie mixte dans la région Occitanie, 2017. Julie Benetti dire les collectivités territoriales et le principe d'égalité, 2016. Mathilde Montauban, le référendum d'indépendance de l'Écosse, 2016. Jean-François Brisson dire l'Assemblée délibérante, avenir de la démocratie locale, 2015. Mélissa Goisdoué, les collectivités territoriales et la spéculation, 2015. Avant-propos. Pauline Turc, professeure à l'Université Côte d'Azur. Faculté de droit et sciences politiques de Nice. La constitutionnalisation du droit des collectivités territoriales, ainsi que la construction du droit constitutionnel local, ont déjà fait l'objet de nombreuses études. Cependant, les problématiques sont profondément réactualisées, compte tenu de l'ouverture de nouveaux débats et perspectives. En effet, à la suite des lois de décentralisation de 1982 à 1984, de la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, puis d'un troisième élan insufflé par le législateur à partir de 2013, un nouvel acte de la décentralisation a été annoncé, en juillet 2017, par le président Macron dans le cadre du pacte girondin pour les collectivités. Parmi les différentes pistes dessinées, le gouvernement a retenu plusieurs propositions, intégrées au projet de loi constitutionnelle numéro 911 du 9 mai 2018 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, et numéro 2203 du 29 août 2019 pour un renouveau de la vie démocratique. Si le devenir de ces projets apparaît aujourd'hui très incertain, les débats qu'ils ont ouverts, eux, vont probablement perdurer. L'inscription dans la Constitution d'un droit à la différenciation territoriale, d'un statut spécifique pour la Corse, la refonte de l'article 72 de la Constitution, l'approfondissement du droit à l'expérimentation, l'actualisation du statut de l'outre-mer, ou encore l'adaptation du nombre et du mode d'élection des représentants au Parlement, figurent parmi les principales pistes à l'étude. Celles-ci soulèvent de nombreux enjeux, en lien avec les principes constitutionnels classiques. L'égalité devant la loi, l'indivisibilité de la République, la libre administration des collectivités, l'égalité devant le suffrage, etc. C'est donc de l'État et des perspectives d'évolution du statut et des compétences des collectivités territoriales, tels qu'ils sont encadrés par la Constitution de 1958 et par la jurisprudence constitutionnelle, qu'il est question dans cet ouvrage. Ce dernier est le fruit de travaux qui ont mobilisé, en 2019 et 2020, l'équipe de droit public de la Faculté de droit et sciences politiques de Nice, CERDACFF, en partenariat avec l'Association française de droit des collectivités locales, AFDCL, grâce au soutien du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et de l'Université Côte d'Azur. L'ouvrage est structuré en 3 parties. La première vise à analyser, du point de vue des principes et du cadre constitutionnel, qui apparaît sous tension, les enjeux des réformes constitutionnelles proposées et désormais débattues. Qu'il s'agisse de la pression exercée sur les principes d'égalité et d'indivisibilité de la République, ou des perspectives ouvertes par la différenciation territoriale, les analyses des propositions à l'étude en France sont éclairées par la comparaison avec les modèles italiens et belges. De même,
Les cas particuliers de la Corse, de la Polynésie ou de la Nouvelle-Calédonie permettent d'illustrer les défis que représentent, pour la structure de l'État unitaire, les réformes successives tendant à reconnaître les spécificités de ces territoires. La deuxième partie est consacrée au principe de libre administration, sous tous ses aspects, dès lors que sa définition, son fondement, ses contours, ses manifestations et déclinaisons sont profondément mises en cause du fait des évolutions passées et sans doute à venir. Le degré d'autonomie des collectivités, le champ et la nature de leurs compétences, leurs marges de manœuvre budgétaires et fiscales, notamment, sont analysés et mesurés, entre réalité et faux-semblants. L'adaptation du cadre constitutionnel aux faits et aux besoins est évaluée, afin d'établir si ce cadre est dépassé, si des réformes constitutionnelles peuvent être envisagées, ou si des évolutions de la jurisprudence constitutionnelle sont perceptibles. La troisième partie est consacrée spécifiquement à une thématique portée par le laboratoire CERD-ACFF de Nice, dans le cadre du projet DITER, Diplomatie territoriale. Au regard du développement et de l'intérêt de l'action extérieure des collectivités territoriales, il apparaît pertinent de s'intéresser au cadre constitutionnel dans lequel s'inscrit la contribution des collectivités à la fonction externe de l'État. Cette participation des collectivités a des incidences évidentes sur la souveraineté de l'État et l'exercice d'une de ses fonctions régaliennes, ce qui justifie la prudence si l'on souhaite voir le cadre constitutionnel préservé. Que soient remerciés tous ceux qui ont participé à cet ouvrage pour la richesse de leur contribution, et particulièrement pour leur soutien à son initiative et à sa concrétisation, Bertrand Faure, Laetitia Janicot, Xavier Latour, Bernard Poujade, Christian Vallard et bien sûr Michel Verpeau. Préface. Laetitia Janicot. Professeure de droit public, Université de Cergy-Pontoise. Michel Verpeau. Professeur émérite de droit public, Université Paris 1. Les 14 et 15 novembre 2019 se sont tenues à Nice les 6e journées d'études de l'Association française de droit des collectivités locales, depuis 2014, dans un tour de France qui relie Bordeaux, Reims, Toulon, Besançon et Pau. Elles ont été organisées de manière parfaite, en dehors de la pluie et des orages inattendus sur la Côte d'Azur et qui ont littéralement cloué au sol certains des participants, ainsi amenés à prolonger leur séjour, par le Centre d'études et de recherche en droit administratif constitutionnel, financier et fiscal sous la direction des professeurs Christian Vallard, Xavier Latour et Pauline Turc. Cette dernière a été le lien constant, efficace et compétent entre la FDCL et tous les partenaires niçois. Qu'elle soit ici vivement et grandement remerciée. Ces journées ont pu être organisées grâce à l'aide de l'Université Côte d'Azur, de la Faculté de droit et sciences politiques de Nice, dirigée par son doyen le professeur Xavier Latour et avec le soutien du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, de la région Sud et de la métropole Nice-Côte d'Azur. Les travaux se sont déroulés pour la première journée, dans les très beaux locaux du Palais des Rois Sardes, dit aussi des Ducs de Savoie, classé monument historique. La seconde journée a été organisée dans les locaux de la Faculté de droit de Nice, à la Villa Passiflore, berceau de la faculté fondée par le doyen Trotabat, et qui bénéficie d'un environnement et d'une vue exceptionnelle. L'assistance a toujours été nombreuse, attentive et la présence des étudiants des masters niçois a été un réconfort pour les participants. 3 tables rondes ont été successivement proposées aux nombreux participants. Le statut des collectivités territoriales, entre unité et diversité, un cadre constitutionnel sous tension. Libre administration des collectivités, le principe et son effectivité, un cadre constitutionnel dépassé. Les collectivités territoriales et la fonction externe de l'État, un cadre constitutionnel préservé. Le thème général choisi, intitulé Constitution et droit des collectivités territoriales, portait sur l'importance du droit constitutionnel pour les collectivités locales, illustrant une fois encore la diversité de la réflexion et de la recherche dans cette discipline, qu'il s'agisse des règles ou de la pratique du droit qui s'applique aux collectivités locales. D'ailleurs, si beaucoup de communications traitaient de thèmes nationaux, les organisateurs avaient fait le bon choix de réserver une place à des questions, des illustrations et des témoignages locaux. Cette conjonction des centres d'intérêt trouvait aussi sa source dans la double casquette de plusieurs intervenants, à la fois universitaires reconnus et élus locaux.
Également, des contributions de collègues étrangers, belges et italiens, sont venues très utilement enrichir la réflexion et la discussion concernant les rapports entre droit constitutionnel et droit des collectivités territoriales, à la lumière de débats d'actualité dans ces États voisins. Le droit constitutionnel des collectivités locales, ou territoriales, est une discipline nouvelle, toute proportion gardée, dans un État aussi unitaire que la France, dans lequel les collectivités n'étaient régies que par des règles et des principes venus du droit administratif général sous le contrôle des juridictions administratives et pendant longtemps du seul Conseil d'État. Le développement de ce droit repose sur une double cause, bien identifiée. La multiplication des lois dites de décentralisation depuis 1982 et le développement du contrôle de constitutionnalité des lois de manière parfaitement concomitante, alors même que les deux phénomènes n'avaient a priori aucun rapport l'un avec l'autre. La rencontre des deux a conduit à faire émerger et respecter par le législateur, à partir de quelques lignes de la Constitution rédigée en 1958, des principes aussi importants que la libre administration des collectivités et le nécessaire contrôle de l'État. Il est évident que la construction de ce droit est à l'origine de la révision constitutionnelle de 2003, rendue nécessaire afin de surmonter les obstacles mis sur la route de certaines réformes par le Conseil constitutionnel, qui faisaient une stricte mais exacte application des dispositions du texte. On pense notamment au droit de l'outre-mer, et aux quelques règles qui empêchaient les évolutions vers une diversité statutaire. Le projet de loi constitutionnelle présenté en 2018 à 2019, s'il devait voir le jour, illustre aussi cette nécessité du lit de justice constitutionnelle, pour aller plus loin, que ce soit pour le statut de la Corse ou pour la reconnaissance éventuelle d'une diversité des compétences pour les collectivités appartenant à une même catégorie. La publication de ces journées d'études niçoises s'inscrit dans la collection des travaux de l'AFDCL, qui se nourrit ainsi de la parution d'un nouvel et très bel ouvrage. Rapport introductif. Droit constitutionnel des collectivités territoriales ou droit constitutionnel local ? Michel Verpeau. Professeur de droit public, Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, président de l'AFCDL. Ce colloque, fruit d'un projet né lors d'une soutenance de thèse parisienne d'il y a bientôt 2 ans, est le 6e d'une nouvelle série qui est celle des journées d'études de l'AFDCL, association que j'ai l'honneur de présider. Le choix des villes organisatrices, cette année donc Nice, obéit à des équilibres subtils, Est-Ouest, Nord-Sud, mais il résulte surtout des initiatives prises par les forces locales. En guise d'illustration de ces choix géographiques et scientifiques, l'AFDCL est heureuse d'annoncer que les prochaines journées de novembre 2020 se tiendront à Strasbourg. La diversité des thèmes retenus chaque année par les organisateurs, avec l'aval et parfois la suggestion de l'AFDCL, montre combien le droit des collectivités territoriales est riche et multiple. Le thème de ces journées niçoises ne pouvait pas être mieux choisi bien sûr, ce qui ne veut pas dire qu'il soit simple. En outre, ouvrir un colloque n'est pas une tâche aisée, en dehors de la phase, obligée, mais sincère et agréable, de l'autosatisfaction et des remerciements, adressés à Pauline Turc et aux organisateurs niçois. Il n'est pas possible d'anticiper sur ce qui sera brillamment dit, ni d'empiéter sur les sujets qui seront mieux traités et en détail par les différents intervenants. En sens inverse, la tentation est grande de se prononcer sur certaines questions, quitte à contredire d'emblée les auteurs de communication. Pour autant, la tâche est aisée, car il n'est nul besoin de rentrer dans le détail de chacune des questions, laissant cette mission aux contributions. Les propos introductifs qui suivent pourront alors se contenter d'être très généraux. Les organisateurs du colloque ont choisi, pour titre de ces propos introductifs, un intitulé double ou à tiroir, ce qui pourrait être de nature à faciliter la tâche, car il laisse ouvertes des perspectives, droit constitutionnel des collectivités territoriales ou droit constitutionnel local. Laissons de côté l'absence de choix entre les deux adjectifs qui caractérisent le droit qui nous occupe, à savoir territorial et local. Après tout, il est possible d'inverser l'ordre des mots et d'écrire « droit constitutionnel des collectivités locales » ou « droit constitutionnel territorial ». Est-ce que cela aurait changé quelque chose au contenu, ou à mon propos ? Il a été choisi néanmoins de ne pas traiter de cette question terminologique, pour ne pas déflorer ce qui sera sans doute l'un des thèmes abordés lors des futures journées d'études de Strasbourg.
C'est à un professeur aixois que l'on doit la deuxième expression utilisée comme titre d'un des premiers ouvrages consacrés uniquement à ce sujet, du moins dans la période contemporaine et en France, celui d'André Roux, intitulé précisément Droit constitutionnel local, paru en 1995. Depuis cette date, beaucoup d'ouvrages, d'articles et de contributions ont abordé cette question, y compris sous l'angle du droit comparé. Les dimensions chronologiques et géographiques du sujet ont leur intérêt. Le thème traité apparaît en effet comme un phénomène récent en France, sur le court terme, en ce qu'il se consacre à cette question, alors que les grands auteurs du début du XXe siècle n'avaient aucune hésitation à traiter de la place des pouvoirs locaux dans leurs œuvres de droit constitutionnel. Une sorte de régression semble s'être produite à ne pas vouloir prendre en compte la dimension locale ou territoriale de la Constitution. En second lieu, les juristes de pays voisins seraient sans doute surpris que l'on s'étonne de l'existence d'un droit constitutionnel des collectivités territoriales, tant cette réalité est une évidence dans ces États qu'il est tentant de qualifier de normaux. La bizarrerie française sur ce point n'a d'équivalent que l'existence de cette construction historique, que beaucoup s'obstinent à qualifier de bloc de constitutionnalité, tandis que la plupart des États possèdent des constitutions dans lesquelles sont inscrits des droits et des libertés, ou des droits fondamentaux. Bien sûr, la situation constitutionnelle est nécessairement différente dans les États fédéraux pour lesquels l'organisation territoriale est inscrite dans le texte constitutionnel, car c'est lui qui détermine la place des divers pouvoirs et leurs compétences. De même, dans ces États et à s'en tenir à l'Europe, une juridiction nécessairement constitutionnelle ou suprême est chargée de vérifier le respect du contrat fédératif inscrit dans le texte fondateur. Sans même penser à la Cour suprême des États-Unis, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe ou la Cour constitutionnelle belge ont dans leurs attributions la résolution des conflits de répartition des compétences. Dans les États qualifiés rapidement de régionaux, les cours constitutionnelles ont également cette fonction, qu'il s'agisse du tribunal constitutionnel espagnol ou de la Cour constitutionnelle italienne. Néanmoins, dans ces derniers pays, les pouvoirs locaux ne se limitent pas à la seule administration de quelques services publics. Ceci explique peut-être cela. La prise en compte des pouvoirs locaux a pu néanmoins donner naissance à la notion intéressante et nouvelle en France, de séparation verticale, ou division verticale des pouvoirs, qui s'intéresse à la façon de concevoir les différents échelons territoriaux, et cela notamment sous l'influence du droit comparé. Celle-ci, au même titre que la séparation horizontale, a alors sa place naturelle dans un texte constitutionnel et permet d'envisager cette question dans des États ayant des formes ou des organisations très différentes, qu'ils soient unitaires, régionaux ou fédéraux. L'ouvrage précité d'André Roux définit le droit constitutionnel local sous l'angle de la constitutionnalisation des branches du droit. Pour lui, le droit constitutionnel local désigne l'ensemble des règles et principes constitutionnels applicables aux collectivités territoriales ou locales. La constitutionnalisation des branches du droit, que le doyen Favoreux a amplement contribué à développer, au point de susciter des critiques y compris de la part de ceux dont on avait pu penser qu'ils pouvaient en être à l'origine, signifie que chaque discipline juridique doit trouver ou a un fondement constitutionnel. Ou si l'on préfère, que le droit constitutionnel, et au-delà la Constitution, pouvait fonder et justifier les principes d'un ensemble homogène de règles de droit correspondant à une discipline. Le droit constitutionnel civil avoisinait ainsi le droit constitutionnel pénal, qui côtoyait le droit constitutionnel financier. Il n'y avait alors aucune raison que le droit qui s'applique aux collectivités locales à la française échappe à ce mouvement unificateur ou impérialiste, selon l'appréciation que l'on peut en faire, donnant lieu à la naissance, ou au constat de l'existence d'un droit constitutionnel local ou territorial. Pour que cet objectif soit atteint, la situation est doublement compliquée en France du fait de la brièveté du texte constitutionnel et de l'absence d'un organe chargé de faire appliquer la Constitution aux autorités normatives supérieures, c'est-à-dire le législateur. Le parallèle opéré supra avec les droits et libertés trouve ici encore toute sa pertinence. Pour qu'il existe un droit constitutionnel des collectivités territoriales ou locales, il faut qu'il y ait une constitution, si possible formelle. Ceci n'est cependant pas suffisant, car encore faut-il que ce droit soit constitutionnalisé. La constitution des collectivités territoriales.
Pour qu'il y ait droit constitutionnel des collectivités, il faut qu'il y ait une constitution. Un survol rapide des textes français montre une assez grande continuité dans la prise en compte des réalités locales dans la plupart des textes constitutionnels. La présentation, les principes affirmés, les mots utilisés diffèrent cependant selon les époques et selon les contextes. Les constitutions révolutionnaires faisaient ainsi mention de l'administration intérieure, comme celle des 3 et 14 septembre 1791, au sein d'une section d'un chapitre intitulé « De l'exercice du pouvoir exécutif », dont l'article 2 proclamait que les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation. Ils sont des agents élus à temps par le peuple pour exercer sous la surveillance et l'autorité du roi les fonctions administratives. Une place particulière était néanmoins réservée aux communes, dont les officiers municipaux sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. La Constitution de l'an I avait innové dans ses articles 78 à 84 qui traitaient des corps administratifs et municipaux, impliquant une distinction riche de sens entre le niveau communal et les deux autres niveaux, comme en 1791, alors même que l'article 78 affirmait qu'il y a dans chaque commune de la République une administration municipale, dans chaque district une administration intermédiaire, dans chaque département une administration centrale. Celle du 5 Fructidor en 3, 22 août 1795, reprenait dans un long titre 7, art 174 à 201, la même expression de corps administratifs et municipaux, mais innovée en prévoyant des municipalités de canton art. 180. Faute de temps sans doute, la Constitution du 22 Frimaire s'est contentée d'affirmer dans son article 1er que la République française est une et indivisible. Son territoire européen est distribué en départements et arrondissements communaux, mais il est vrai que le véritable texte constitutionnel sur le sujet fut la loi du 28 Pluviôse en 8, 17 février 1800, concernant la division du territoire de la République et l'administration et qui intéressait tous les niveaux de l'administration locale. Les chartes royales de 1814 et 1830 étaient muettes sur le sujet, exception faite de l'article 69, celle du 14 août 1830 annonçant, au titre des dispositions particulières, qu'il devait être pourvu par des lois particulières relatives à des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif. La Constitution du 4 novembre 1848 a renoué avec l'inscription de dispositions au sein de la Constitution, mais aussi avec des dénominations anciennes dans un chapitre 7 intitulé « De l'administration intérieure ». Il comprend un article 79 au contenu politique très novateur. Les conseils généraux et les conseils municipaux sont élus par le suffrage direct de tous les citoyens domiciliés dans le département ou dans la commune. Chaque canton élit un membre du conseil général. À la suite de la proclamation du suffrage universel par le décret du 5 mars 1848, la Constitution de 1848 mettait plus l'accent sur la question du suffrage que sur l'affirmation d'une réelle décentralisation, mais l'une pouvait cependant naître de l'autre. La Constitution du 14 janvier 1852 s'est inscrite dans la tradition napoléonienne en ne consacrant, au sein d'un titre 8, dispositions générales et transitoires, qu'un seul article 57 prévoyant qu'une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif et pourront être prieurs du conseil municipal. Il est donc difficile de considérer que les diverses constitutions françaises ont ignoré les réalités locales, même si ces dernières, à l'exception possible de celle de 1848, n'étaient conçues que comme des rouages de l'administration de l'État. Si les lois constitutionnelles de 1875 ne contenaient aucune disposition relative à cette matière, c'est la Constitution du 27 octobre 1946 qui a considérablement innové sur ce point en consacrant des notions et un vocabulaire nouveaux, insérant dans le texte constitutionnel les concepts de libre administration et de collectivité territoriale, aux articles 85 à 89 du titre 10. En réalité d'ailleurs, c'est le projet de constitution adopté le 19 avril 1946 qui a introduit ces notions et profondément innové la perception de l'administration locale, dans un titre 8 intitulé « Des collectivités locales » et comprenant les articles 114 à 120. Sous la Ve République et jusqu'à la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République du 28 mars 2003,
le corpus constitutionnel territorial était des plus faibles. Le titre XI, intitulé comme le titre X de la Constitution de 1946, des collectivités territoriales, comprenait 5 articles en 1958. L'article 76 est devenu rapidement sans objet, mais fut abrogé seulement en 1995, et 3 étaient consacrés au seul Outre-mer, dont l'article 75 intéressant plutôt les juristes civilistes spécialistes du droit des personnes que ceux qui s'intéressent au droit local, et un article 72 aux 3 alinéas aussi ramassés que denses. En outre, pour l'essentiel, ces quelques malheureuses dispositions n'étaient que la reprise appauvrie de celles figurant déjà dans le texte constitutionnel de la 4e République. Pourtant, l'énumération de ces articles de la Constitution de 1958, contenus au titre XI puis XII, ne rendait pas compte de toute la réalité de l'ensemble des normes constitutionnelles applicables aux collectivités territoriales. En effet, et en dehors même de l'ancien titre XIII relatif à la communauté, des dispositions intéressent essentiellement la souveraineté et sont ainsi inscrites dans les premiers articles de la Constitution. L'article 1er proclame que la France est une république indivisible, ce qui a pour effet d'affirmer, à la suite d'une longue tradition constitutionnelle, qu'elle est un État unitaire. Ces diverses dispositions ne visent donc pas spécialement les collectivités territoriales, mais elles peuvent s'appliquer en matière locale, parfois sous réserve d'une interprétation par le juge constitutionnel. L'article 24, alinéa 4, concerne plus directement les collectivités territoriales en confiant au Sénat le soin d'assurer leur représentation au sein du Parlement. De même, l'article 53, alinéa 3, prévoit l'obligation d'une consultation des populations intéressées par un référendum en cas de cession, d'échange ou d'adjonction de territoire. On ne saurait oublier l'article 34 qui affirmait que, parmi les principes fondamentaux relevant de la loi figurait la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources. Ancienne alinéa 14. La révision de 2003 en a d'ailleurs modifié sa rédaction en adoptant l'expression de libre administration des collectivités territoriales, et la révision du 23 juillet 2008 en a fait un alinéa 3. Les contributions de Jean-François Brisson et de Mélisse Douance traiteront sans doute de la place de la loi en tant que norme protectrice, ou non, de la libre administration ou des libertés locales. Il est cependant impossible d'énumérer toutes les dispositions constitutionnelles susceptibles d'intéresser, d'une manière ou d'une autre, les collectivités territoriales. Le préambule de la Constitution de 1958 et les textes auxquels il se réfère contiennent des principes généraux qui ont vocation à s'appliquer aussi à ces collectivités. L'article 6 de la Déclaration des droits proclame ainsi l'égal accès aux emplois publics, dont font partie évidemment les emplois locaux. Cette même révision de 2003 a ouvert de nombreuses perspectives nouvelles, en enrichissant le titre 12 de plusieurs articles et en réécrivant parfois complètement les anciennes dispositions, comme les articles 72, 73 et 74. Nécessairement, le droit constitutionnel postérieur à 2003 ne peut être que plus développé, même si un constat rapide permet de dire que le droit relatif aux Outre-mer a bien plus bénéficié de cet apport que le droit commun, tant la révision de 2003 a bien été le résultat d'une double source d'inspiration. La loi constitutionnelle a également introduit des dispositions nouvelles ou modifié des règles existantes en dehors du seul titre 12, dans les articles 34, 39 et 60. Que dire aussi de l'ajout à l'article 1er de la Constitution, de l'affirmation selon laquelle l'organisation de la République est décentralisée. On peut en effet se demander si cette disposition a considérablement modifié la nature du droit constitutionnel local, ou si elle n'était qu'une pétition de principe à vocation proclamatoire. Soyons charitables et passons rapidement sur l'article 75A1 introduit par la révision précitée de 2008 et dont la place au sein du titre 12 peut être source d'étonnement. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. S'agissant de l'avenir, le projet de loi constitutionnelle déposé une première fois en mai 2018, retiré puis de accent aigu posé fin août 2019, et qui sera souvent évoqué dans nos travaux, contribue surtout en l'état à renforcer la différenciation de certains territoires, la Corse ou de certaines compétences. Le droit local a connu une autre révision et un projet de loi constitutionnelle non abouti antérieur à 2003,
qui sont venus illustrer nolens volens, l'importance de la prise en compte de la Constitution. L'accord de Nouméa du 5 mai 1998 a été repris et donc accepté par la loi constitutionnelle degré 98 A610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui a inséré 2 nouveaux articles 76 et 77 dans le titre 13 sous le nom de « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ». Parce que ce statut déroge sur plusieurs points aux dispositions constitutionnelles applicables dans les autres parties du territoire français, seule une révision pouvait juridiquement contredire d'autres règles constitutionnelles, même pour une partie limitée du territoire français. Depuis 2003, son absence de la liste de l'alinéa 2 de l'article 72A3 semble indiquer que la Nouvelle-Calédonie échappe largement aux droits des autres collectivités territoriales, et si le titre 12 peut apparaître comme un titre général, le titre 13 constitue un titre spécifique. L'évolution de la Polynésie française vers le statut de pays d'outre-mer, sur le modèle de ce que venait de connaître la Nouvelle-Calédonie, fut néanmoins bloquée par la suspension, en janvier 2000, de l'examen par le Congrès du Parlement du projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, pour des raisons extérieures à l'avenir de la Polynésie. Dans les 2 cas, il s'agissait alors de modifier la Constitution pour mieux la contourner ou de s'en servir pour mieux la méconnaître, le pouvoir de révision pouvant conduire à introduire dans la Constitution des dispositions contradictoires. Dans le même sens, on pourra rappeler l'article 88A3 sur le droit de vote des citoyens de l'Union européenne aux élections locales et introduit par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992. Ces textes constitutionnels ne sont rien ou pas grand-chose s'ils ne sont pas appliqués. C'est alors la prise en compte réelle et l'applicabilité de ces normes qui peuvent envisager un véritable droit des collectivités territoriales. C'est ce phénomène qui est désigné, du moins dans l'esprit de ceux qui l'ont popularisé, sous le nom de constitutionnalisation du droit des collectivités territoriales. 2. La constitutionnalisation du droit des collectivités territoriales. Pour étudier ce processus, il faut remarquer d'emblée qu'il n'est nul besoin d'avoir recours à des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, PFRLR, ou à des éléments extérieurs à la Constitution. Tout se trouve dans la Constitution numérotée, encore faut-il la faire parler. 3 dates jalonnent cette évolution, auxquelles il faut ajouter 2 dispositions procédurales inscrites dans la Constitution qui n'intéressent pas, a priori, le sujet abordé. La première est la révision du 29 octobre 1974, car l'ouverture de la saisine aux parlementaires leur a permis d'invoquer la méconnaissance des quelques dispositions constitutionnelles intéressant les collectivités territoriales à l'appui de leur saisine. La deuxième est l'ouverture du contrôle a posteriori par l'article 61.1, sous la réserve que les libertés locales s'inscrivent dans les droits et libertés que la Constitution garantit. Les 3 dates jalonnant cette constitutionnalisation progressive sont 1979, 1982 et 2010. Dans une décision passée assez largement inaperçue numéro 79 A 104 DC, du 23 mai 1979, le Conseil constitutionnel a tout d'abord jugé que la disposition de la loi mettant fin aux fonctions de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie n'avait pas méconnu ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni les dispositions constitutionnelles qui le mettent en œuvre ou qui consacrent la libre administration des collectivités territoriales, Concide 9. Cette décision répondait à une double saisine de députés et de sénateurs qui avaient invoqué l'alinéa 2 de l'article 72. Encore fallait-il faire le lien entre la libre administration et l'article 72, ce que ne faisait précisément pas la décision précitée de 1979. Cette dernière se contentait de faire référence, ce qui se pratiquait fréquemment dans la décennie 1970, à des principes dont le caractère non écrit était sujet à caution, alors que le texte de la Constitution sur ce sujet au moins était clair. Aussi imparfaite fut-elle, cette décision opérait pour la première fois un contrôle au fond d'une loi en matière de collectivité territoriale. Il a fallu attendre ensuite la décision du 5 janvier 1982 pour que l'article 72 soit directement utilisé en réponse à la saisine des députés, qui estimaient que la disposition contestée était évidemment contraire à l'article 72 alinéa 3,
lors de l'examen d'une loi d'orientation autorisant le gouvernement à agir par voie d'ordonnance, considérant que si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales de la République s'administrent librement par des conseils élus, elles le font dans des conditions prévues par la loi, qu'au terme de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, que la loi peut donc instituer un système de péréquation entre ces collectivités et que la disposition contestée limitant D'ailleurs, cette péréquation a certaines charges consécutives à la cessation anticipée d'activité des agents des collectivités locales, ne méconnaît pas l'article 72 de la Constitution, non plus qu'aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle, degré 81 à 134 DC, con. 12. Ce sont alors les nombreuses saisines, dues à la pluralité de lois adoptées à compter de 1982, qui ont modifié la perception de la libre administration par le Conseil constitutionnel, aidé par la volonté du Conseil, due au doyen Gurgis Wedel, dit-on, de faire référence à des normes écrites plutôt qu'à des principes dont l'origine pouvait être contestée. C'est ainsi que la grande décision numéro 82 à 137, loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a fait alors directement utilisation de l'article 72, le Conseil ayant jugé qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 72 de la Constitution que si la loi peut fixer les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, c'est sous la réserve qu'elle respecte les prérogatives de l'État énoncées à Article 3 de cet article, considérant 4. Le Conseil fut aidé par la saisine des sénateurs qui concluaient qu'il plaise au Conseil constitutionnel dire non conforme à l'article 72 alinéa 3 de la Constitution les articles 2 et 3 de cette loi. Il craignait que la suppression du contrôle administratif exercé par le préfet ne permette plus préserver la liberté des citoyens, et qu'ainsi puissent être violés des droits fondamentaux du citoyen garantis par la Constitution, ou appartenant à la catégorie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. On ne saurait oublier la décision du même jour, numéro 82 à 138 DC relative au statut particulier de la Corse, qui a consacré une liberté encadrée pour le législateur afin de créer une collectivité territoriale nouvelle, innovation qui a été prolongée en 1991, et qui a été en quelque sorte constitutionnalisée par Insertion de la catégorie des collectivités à statut particulier, lors de la révision de 2003, avant même un éventuel article constitutionnel réservé à la Corse dans le projet de loi constitutionnelle déposé le 29 août 2019. Ces décisions ont inauguré une jurisprudence foisonnante, diversifiée et faisant utilisation, comme elles le pouvaient et de manière parfois discutée, des quelques dispositions écrites dont le Conseil a dû tirer autant que faire se peut la substantifique moelle. C'est ainsi, au gré des lois, chaque loi apportant une pierre supplémentaire à l'œuvre de définition et des décisions du Conseil, que le principe de libre administration peut être nourri de manière concrète et ne pas être seulement une sorte de proclamation de principe. Jusqu'à ce jour, le Conseil constitutionnel a cependant refusé d'utiliser la catégorie des PFRLR, bien que la Troisième République ait pu être riche de lois contenant un certain nombre de principes fondamentaux, à commencer par celle du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale. Bien au contraire, à plusieurs reprises, le Conseil a refusé de voir dans ces textes un PFRLR. Il n'a manifestement, mais implicitement, pas voulu avoir recours à cette catégorie de normes pour refuser de reconnaître valeur constitutionnelle à l'existence d'une clause générale de compétence au profit des collectivités territoriales. On ne sera alors pas surpris que le grand colloque consacré en 1984 à la libre administration contienne une étude intitulée « Libre administration et principes constitutionnels », sous la plume de Louis Favoreux, dont les premiers mots étaient « Les aspects constitutionnels du droit des collectivités territoriales avaient peu jusqu'ici attiré l'attention ». Quelques années après, un autre colloque, intitulé « Révolution et décentralisation », consacrait une grande partie de ses travaux à une approche constitutionnelle y compris dans une dimension historique. D'autres étapes suivront, telle la loi numéro 2000-597 du 30 juin 2000 relative aux référés devant les juridictions administratives,
consacrant une procédure vite désignée sous le nom de référé-liberté et permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Dès sa décision de section du 18 janvier 2001, commune de Venelle et Morbelly, degré 229 247, le Conseil d'État a considéré que la libre administration des collectivités territoriales était une des libertés fondamentales susceptibles d'être protégées par la procédure du référé-liberté. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la libre administration a été qualifiée de liberté que la Constitution garantit art. 61 à 1, et dont l'atteinte peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, décembre 2010 à 12 QPC du 2 juillet 2010 commune de Dunkerque. Il s'agit alors de la troisième date de cette évolution, dont rien ne dit qu'elle est achevée. Depuis cette jurisprudence, les collectivités territoriales peuvent, à l'occasion d'un litige, invoquer le non-respect de droits et libertés que la Constitution garantit, dont font partie les libertés locales. L'introduction de la QPC participe ainsi à la juridictionnalisation croissante des rapports entre l'État et les collectivités territoriales, et marque la reconnaissance progressive de droits et de libertés invocables par les collectivités, en dehors de la seule défense de leur libre administration. Ainsi, le Conseil constitutionnel a reconnu au profit des collectivités territoriales le droit à un recours effectif posé à l'article 16 des DHC. Le bilan qualitatif peut être contesté, et l'on peut considérer que le Conseil a parfois surinterprété le texte constitutionnel, par exemple sur le principe d'égalité existant entre collectivités territoriales. De même, le bilan quantitatif peut être jugé léger dans la mesure où les censures de lois contraires aux principes constitutionnels sont restées à ce jour fort peu nombreuses, malgré une utilisation fréquente tirée de la méconnaissance supposée du principe libre administration par des dispositions législatives dans les saisines des parlementaires. C'est notamment le cas en matière financière, malgré l'ajout d'un nouvel article 72A2 en 2003. Il reste à déterminer à quoi a pu servir, et peut encore, cette constitutionnalisation et si elle ne présente que des avantages pour le droit des collectivités territoriales et au-delà, pour les collectivités elles-mêmes. Si la libre administration de ces dernières a acquis une dimension constitutionnelle et donc une forme de protection, les principes relatifs à l'organisation de la République, et notamment son caractère unitaire, ont été eux aussi élevés à ce niveau. La République française reste un État unitaire et les collectivités sont encadrées, s'agissant de leurs compétences et de leur absence de compétences. C'est ainsi que le rôle des collectivités au sein des relations extérieures de l'État trouve sa place dans le respect de ce que les organisateurs ont qualifié, sobrement, dans la troisième partie, de cadre constitutionnel préservé. Les propos introductifs connaissent, malgré leur nom, une conclusion. Le droit constitutionnel des collectivités territoriales existe, peut-être de façon plus certaine que le droit constitutionnel local, car ce n'est pas véritablement le droit qui est local, à la différence du droit local d'Alsace-Moselle, sauf à penser que quand est évoqué le droit constitutionnel civil, c'est en réalité celui du droit civil. Dans ces quelques réflexions, a été occultée la question de l'existence d'un droit, à la fois quant à savoir si une discipline juridique autonome peut être identifiée, avec son corpus de règles, ses principes, ses modes de raisonnement, et aussi quant à déterminer si l'on peut parler d'un droit qui serait homogène, au-delà de l'addition d'un droit municipal, d'un droit départemental ou d'un droit régional. Ce que pourrait inviter à repenser, par exemple, la structuration du Code général des collectivités territoriales. Pendant des décennies, le droit des collectivités a très bien vécu, s'est développé en dehors du champ constitutionnel. Une chose est néanmoins certaine. Plus aucun enseignement, plus aucun ouvrage ou manuel ne pourront traiter du droit des collectivités territoriales sans au moins mentionner que celui-ci trouve ses fondements dans des dispositions constitutionnelles, ou en tous les cas, que la Constitution n'ignore pas les entités locales. Le constat peut être retourné, car plus aucun enseignement de droit constitutionnel ne devrait faire l'impasse sur l'existence de dispositions intéressant les collectivités. Ne pas le faire, c'est amputer le texte constitutionnel d'une part de lui-même. Ainsi peut se réaliser, comme dans les œuvres des grands juristes du temps passé, l'unité nécessaire du droit public. Partie 1.
Le statut des collectivités territoriales, entre unité et diversité, un cadre constitutionnel sous tension. Le principe d'indivisibilité de la République et le juge constitutionnel. Bertrand Faure. Professeur de droit public, Université de Nantes. À propos de l'indivisibilité de la République, Arin Const. Beaucoup d'auteurs sont à l'œuvre depuis longtemps. Le sujet est intimidant, une somme de connaissances de tous ordres ayant été engagée depuis longtemps. Nous nous limiterons, dans le cadre de cette intervention, à une seule question. Comment le juge constitutionnel se fait-il le gardien du principe d'indivisibilité ? Nous procéderons, pour répondre, à un réexamen critique du statut contentieux du principe d'indivisibilité. On restera sur le terrain de l'évidence empirique étudiant, telles qu'elles sont, les décisions du Conseil constitutionnel appliquant cette référence. 1. Le juge constitutionnel possède en effet une manière d'appliquer cette référence, un procédé de présentation de ses décisions, qui fait que l'indivisibilité ne va jamais seule dans ce contentieux. Le juge assure ses décisions en les appuyant sur un corps de référence constitutionnel au sein duquel l'indivisibilité fait cause commune avec, selon les cas, l'unité du peuple français, préambule de la Constitution, la compétence du législateur, art. 34 const, l'égalité des citoyens, art. 1er const. Ou le principe du contrôle de l'État sur les collectivités territoriales, art. 72 dernier alinéa const. De telle manière que ce sont toutes ces normes qui semblent faire autorité ensemble. Revenons par exemple sur la censure juridictionnelle de l'affirmation d'un peuple corse, fut-elle présentée comme une composante du peuple français, par l'article 1er de la loi du 13 mai 1991. Elle est très solidement justifiée par une pluie d'interdictions constitutionnelles, respect de l'indivisibilité art. 1c. Unicité du peuple français, préambule C. Expression de la souveraineté par ce peuple unique, art. 3c. Expression de population particulière qui est la seule juridiquement admissible, excluant celle de peuple particulier, art. 53c. Const. Numéro 91 à 290 DC du 9 mai 1991, Statut de la Corse, Rec, page 50, RFDA 1991 page 407, Note B Genevois, RFDC 1001 page 305 et page 487, Note L Favoreux, RDP 1991 page 943, Note F Flucher, LPA 1991 numéro 74 page 15, Note C Outir, D 1991 page 624, Note C de Bache, RUD 1991 page 381, Note C Gréoué, RA 1991 page 234, Note Hérétien. Une deuxième illustration est relative à la pratique illicite des langues minoritaires dans le fonctionnement des services publics, écoles, tribunaux. Cette pratique est empêchée par l'indivisibilité et l'égalité entre les citoyens, art. 1er C, l'unité du peuple français. 3 const. Et le monopole du français qui est la langue de la République, art 2c, const. Numéro 99 à 412 DC du 15 juin 1999. Charte européenne des langues régionales et minoritaires, HDA 1999 page 573, Note J.E. Schuttel, RFDC 1999 page 594, Note M. Verpeau à IJC 1999 page 603, Note J. Pini, RDP 1999 page 985, Note F. Melin-Soukramagnin, HDA 2000 page 300, Note M. Frangy. Une autre illustration peut être donnée avec le fondement constitutionnel du principe selon lequel les libertés doivent être les mêmes pour tous, principe dit d'unicité des conditions d'exercice des libertés publiques. Ce principe est imposé par l'égalité et l'indivisibilité, art. Const. Par le principe de l'enseignement public comme devoir de l'État, préambule Constitution 1946, et la liberté d'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République, const. Numéro 93 à 329 DC du 13 janvier 1994, révision de la loi Fallou, RFDA 1994, page 209, Note B Genevois, RFDC 1994, page 325, Note L Favoreux, RDP 1994, page 609, Note F Flucher, RA 1994, page 61, Note J.M. Pontier, HDA 1994, page 132, Note J.P. Costa D. 1995 numéro 40 page 350, Note F. Melin-Soukramagnin.
Le même principe de présentation se retrouve dans les décisions, où la loi est apparue irréprochable au regard de l'indivisibilité. Les conditions d'acquisition plus strictes de la nationalité à Mayotte sont justifiées, aux yeux du juge constitutionnel, par le contexte local particulier de cette île de l'archipel des Comores et en cela, ces conditions plus strictes ne heurtent pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi, l'indivisibilité républicaine, la souveraineté nationale, la séparation des pouvoirs, ni le droit de mener une vie familiale normale, const. Numéro 2018 à 770 DC du 6 septembre 2018, Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Dans le même sens, on pourra également observer que les pouvoirs qui ont été confiés au préfet pour fermer les lieux de culte en cas de menace terroriste ne constituent pas, notamment au regard des conditions posées par la loi, une atteinte inconstitutionnelle à l'indivisibilité et à l'égalité devant la loi, ni au respect des croyances, const. Numéro 2017 à 695 QPC du 29 mars 2018, Monsieur Rougedibé et autres, dès 26 avril 2018 page 876, note Y Maillot, RA, 2018 page 34, note G. Veillard JCP-ADM. 10 septembre 2018 page 36, note J.C. Jobard Constitution, 2018 à 2 page 276, note Olebo et El Domingo. 2. On tire ainsi deux conséquences de la lecture des décisions du Conseil constitutionnel. D'une part, on l'a dit, le juge n'applique pas seul l'indivisibilité. Il l'intègre au sein d'un vaste appareil de références. De telle manière que c'est en réseau avec d'autres références constitutionnelles qu'on voit l'indivisibilité faire autorité au contentieux. Le juge semble bien définir les bases d'un ordre public national à partir d'un ensemble d'exigences concordantes qui se recrutent au sein des premiers articles de la Constitution et qui forment l'assise positive, la base de notre cohésion nationale. D'autre part, en observant de plus près les choses, on voit le juge constitutionnel réintroduire l'indivisibilité dans un contexte constitutionnel plus précis qui va identifier ce principe. En effet, ces autres références qui l'accompagnent ont des effets juridiques plus concrets. Elles possèdent leur propre source au sein de la Constitution, mais le juge est intellectuellement amené à les rattacher à l'indivisibilité. Il les applique en tant que conséquence nécessaire de cette indivisibilité: égalité, peuple français, respect des croyances, monopole de la loi par le Parlement. Alors une question vient d'elle-même. Dans la mesure où ces autres références sont plus précises, est-ce que ce ne sont pas elles qui commandent, qui instruisent le sens de l'indivisibilité en droit positif ? 3. En effet, l'indivisibilité ne possède aucun contenu propre. Elle n'est que le manteau commun de ces autres références, leur synthèse supérieure. Elle ne s'impose pas par elle-même parce qu'elle a besoin de cette béquille interprétative, de ce cadre à l'intérieur duquel elle acquiert un contenu matériel objectif. Mais à l'intérieur de ce cadre, son rôle reste finalement formel, pédagogique. L'indivisibilité préside le travail juridictionnel, mais ne le gouverne pas. C'est pourquoi on pourrait aller jusqu'à soutenir l'inutilité du principe d'indivisibilité en droit constitutionnel positif, car sans ce principe, ce droit constitutionnel ne connaîtrait pas de développement différent puisque ceux-ci sont imputables à l'égalité, au monopole de la compétence législative par le Parlement, etc. On parvient à une définition de l'indivisibilité en droit positif toute verbale, tautologique, contrevient à l'indivisibilité tout fractionnement de la communauté nationale, placé sous l'interdit d'un article de la Constitution, interdit expressément formulé. D'ailleurs, puisque l'indivisibilité ne gouverne pas, le juge peut se dispenser d'y faire appel lorsqu'il doit assurer sa protection. On a vu le cas avec la censure des dispositions légales qui, en 2002, avait cherché à doter l'Assemblée de Corse du pouvoir d'adapter les lois à titre expérimental, const. Numéro 01-454 du 17 janvier 2002, loi relative à la Corse, dès 2003 page 1124, note X Magnon, HDA 2002, page 100, note J. Shuttle, RFDA 2002, page 459, note Monsieur Verpeau et page 469, note Beffort, RDP 2002, page 885, note F. Lucher. Ce fut également le cas pour assurer l'exclusivité du droit de vote et d'éligibilité des citoyens français aux élections aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales, const.
Numéro 92 à 312 DC du 2 septembre 1992. Traité sur l'Union européenne, RDP 1992, page 1587, note F. Lucher et 1993, page 17, note Desrousseaux, RFDC 1992, page 408, note L. Favoreux, RFDA 1992, page 937, note B. Genevois. Pour aller jusqu'au bout de la démonstration, on parviendra malgré tout à trouver des décisions de censure exclusivement fondées sur l'atteinte portée à l'indivisibilité. Et sans doute, ces décisions gardent-elles toute leur valeur aujourd'hui. Mais la jurisprudence la plus récente semble faire voir une autre manière de procéder. Dans les cas où il est indifféremment possible de fonder la décision sur les deux principes d'indivisibilité et d'égalité à la fois, il suffira au juge de relever l'atteinte portée à l'égalité pour censurer la loi. L'atteinte à l'indivisibilité, dans les cas où elle est relevée, ne semble plus être présentée que comme la conséquence d'une atteinte préalable à l'égalité, par exemple, const. Numéro 94 à 358 DC du 26 janvier 1995, Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, RFDA 1995, page 783 et page 876, note Desrousseaux, note B. Mathieu, D. 1997, page 139, note F. Mélin-Soukramagnin, RFDC 1995, page 787, note J. Trémaud. 4. Au terme de cette revue de jurisprudence, l'impression qui domine est celle d'un juge qui ne veut pas gouverner. J. Rivero, le juge administratif, un juge qui gouverne, dès 1951, page 307. Au sens où ce juge ne se reconnaît pas le pouvoir de maintenir une idéologie nationale et d'imposer son éthique aux législateurs. En effet, tout ce que le juge fait dire à ce mot peut être ramené aux interventions plus précises et plus directes du constituant défendant l'égalité, l'unité du peuple français, le monopole de la loi par le Parlement. Il faut noter l'habileté évidente de l'opération juridictionnelle. Le juge soustrait ainsi le mot aux attentes politiques dont il est l'objet. Il le vide de tout contenu propre, refusant ainsi de se déterminer sous la pression de l'idéologie puisqu'encore une fois, il ne garantit en son nom que les éléments concrets de la Constitution. Cette prudence du juge est parfaitement fondée, c'est que la confrontation à l'indivisibilité est trop difficile pour un juge. On sent bien que la réserve du juge vient de l'abstraction du mot. Sans doute est-il d'usage courant et constant, issu des profondeurs de notre histoire politique. Sans doute exprime-t-il une orientation du droit et des institutions hostiles aux interpositions, aux sécessions, aux immunités particulières. En cela, on sent bien que l'indivisibilité exprime une philosophie politique lourde de conséquences concrètes. 5. Pour autant, le mot reste impraticable au premier abord pour un juge, car il semble bien difficile de rentrer dans les cas d'espèce sur son seul énoncé. S'agit-il d'une condamnation du fédéralisme ? Certainement. Encore qu'il s'agisse d'une condamnation historique, et les formes concrètes du fédéralisme que pourrait condamner notre Constitution ne sont pas si simples à tracer. Par exemple, le juge a bien accepté l'existence d'une fiscalité propre locale en vertu d'une lecture assouplie de l'article 34 de la Constitution avant la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Les critères de ce qui unit ou divise la République sont difficiles à donner à l'avance. La France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal s'affichent tous comme des États indivisibles. Mais on voit entre eux de grandes variations institutionnelles qui ont abouti, sous son couvert, au régionalisme avec la consécration de lois locales, parfois de langues et de drapeaux locaux officiellement reconnus. En fait, la portée exacte de l'indivisibilité ne sera jamais donnée d'avance parce que le mot met en jeu les institutions, et que celles-ci sont la libre invention des hommes et des régimes. Ceci à la différence des droits et des libertés, qu'on pourra toujours formuler dans l'abstrait pour se faire une idée de leur contenu à protéger. La confrontation de l'indivisibilité à notre histoire nationale n'apportera pas plus de netteté au mot. Au contraire, l'histoire l'aura transformé en syncrétisme, l'aura plié à la force des circonstances en rapport avec une troisième république laïque, une quatrième république sociale et surtout une cinquième république décolonisatrice, décentralisatrice et européenne. Voilà pourquoi l'indivisibilité ne dispose pas, et ne peut disposer, d'un contenu objectif préalable que révélerait la conscience juridique.
et le juge n'a pas à prendre la relève du constituant pour arbitrer entre les différentes doctrines de l'indivisibilité, doctrines éclatées entre les patriotes exaltés d'un côté et ceux de l'autre, qui ne voient plus dans l'indivisibilité qu'un simple salut donné à une vieille idole à laquelle on ne croit plus trop face aux réalités et aux tendances de la France d'aujourd'hui. Tout dépendra des yeux qui liront le mot. Et rien ne serait plus dommageable pour le juge, et l'autorité morale de la jurisprudence, que de faire irruption dans un tel débat qui apparaît confus au plan de la raison, et clair au plan passionnel. Au contraire, on a vu qu'il réalisait ce tour de force d'appliquer l'indivisibilité sans avoir besoin de l'interpréter, se plaçant du seul point de vue du droit expressément formulé. C'est comme s'il appliquait un droit vierge de toute influence politique. 6. Alors la discussion juridique se transforme, se situant plutôt ici, le statut de cette référence, sa nature. La méthode de contrôle du juge nous dit quelque chose sur la manière dont les normes constitutionnelles apprennent à vivre ensemble, et sur la distribution de la normativité entre elles. On éprouvera quelques difficultés à ranger le principe d'indivisibilité dans la catégorie des principes généraux du droit, tels qu'entendus en droit administratif. Pourtant certains traits incitent au rapprochement. Le juge utilise l'indivisibilité pour son expression ramassée, récapitulative de tous les empêchements constitutionnels exprès qu'il eût placés sous ce mot. L'indivisibilité jouit ainsi d'une prééminence naturelle. Elle a cet attribut prestigieux du principe fondamental à haut degré d'abstraction et de généralité, du principe qu'on évoque en tête de l'appareil de référence. En outre, ce trait accuse d'encore plus près la similitude avec les principes généraux du droit. Le juge s'en tient souvent à l'expression abrégée de principe d'indivisibilité ou d'indivisibilité qui suggérerait, conformément à la théorie des principes généraux du droit, la préexistence du principe sur son inscription dans le texte de l'article 1er de la Constitution de 1958. C'est, de sa part, une présentation audacieuse. Tout se passe comme s'il voulait exprimer que l'indivisibilité était une règle traditionnelle et objective entrée dans le droit positif bien avant sa réception dans le texte de 1958. Mais on sent bien l'obstacle. Le principe d'indivisibilité s'impose en vertu du droit écrit et il n'est pas besoin de faire appel à une source supplétive du droit, comme c'est le cas de la théorie des principes généraux du droit, dans le cas où le principe s'applique de son propre chef. Il semble plutôt permis de présenter le principe d'indivisibilité comme un principe général du droit, au sens de la théorie privatiste cette fois. En droit privé, ces principes ne sont qu'une modalité d'énonciation des normes écrites dans le langage des juges, par exemple, principe de l'effet relatif des contrats, principe posé par tel ou tel article du Code civil. Cette qualification n'a aucune conséquence sur le statut de la norme matériellement et hiérarchiquement constitutionnelle. Elle permet simplement de tenir compte de cette dissociation discrète de la norme à partir de son support formel, dissociation qui la distingue de la plupart des autres normes constitutionnelles plus concrètes qui sont d'application directe. C'est ce passage par la théorie des principes généraux du droit, mais dans son sens privatiste donc, qui permet de rendre compte de la fonction qu'on voit l'indivisibilité tenir dans le contentieux constitutionnel. Celle d'une expression ramassée utile pour récapituler un ensemble d'exigences constitutionnelles plus précises dont elle n'est que le commun dénominateur. 7. Pour autant, est-il si sûr que le juge ne veuille pas gouverner ? On a vu son attitude prudente quant aux effets contraignants qu'il place sous son énoncé. On a vu qu'il ne dessinait aucune prohibition qui ne résultait pas du droit expressément formulé, qu'il s'en tenait aux données objectives et que, finalement, son interprétation du mot ne procédait pas d'une doctrine, mais plutôt d'une méthode de contrôle convoquant une famille de normes d'inspiration commune où la sollicitation de chacune appelait et renforçait celle des autres. Il y a pourtant un trompe-l'œil dans l'opération. Cet appareil de référence est tout à la fois donné et créé, car le juge a la maîtrise du lien qu'il établit entre toutes les normes et de l'intensité de leur application. Et ce que le juge ne peut pas dire au nom de l'indivisibilité, il le fera endosser par toutes ces normes de second rang, apparemment plus explicites et plus ordinaires, égalité, compétence du législateur. Ce sont ces normes secondaires qui en diront plus sur ce qui doit être constitutionnel ou pas. Cela apporte au juge la satisfaction d'avoir pu diminuer l'enjeu politique du problème, enjeu qu'il peut désirer dissimuler.
Deux exemples peuvent être donnés. Ainsi, au nom de l'égalité, le juge s'est engagé dans un assez large processus d'unification des conditions essentielles d'existence des individus. Dès l'instant où ces conditions sont en jeu, il commande à la loi de régir de manière uniforme les situations qu'elle vise. Jurisprudence sur l'unicité des conditions d'exercice des libertés publiques, jurisprudence sur l'unité des catégories de collectivités territoriales, sur la constitution d'un corps électoral unique de nationaux français pour participer aux élections locales, rejet des droits des minorités. Cette autre illustration peut être tirée de l'expression de peuple français, à laquelle le juge constitutionnel a attaché une valeur contraignante qui n'allait pas de soi. La formule se retrouve à plusieurs endroits au sein du bloc de constitutionnalité. Néanmoins, il était possible de la regarder comme purement verbale, la reconnaissant comme le fondement sociologique de l'État mais sans y attacher d'obligations particulières. Or, avec une certaine surprise au vu des commentaires de l'époque, on l'a vu jouer le rôle d'une norme de référence dans le contrôle de la loi. Tout s'est passé comme si le juge avait confondu le juridique et le normatif, const. Numéro 91 à 290 des CPRE accent aigu C. 8. C'est pourquoi on finit par se demander si tout ne traduit pas l'existence d'un choix du juge. Dans la mesure où ces normes secondaires d'interprétation de l'indivisibilité ne sont souvent pas beaucoup plus précises et procèdent de la même idée. Égalité, laïcité, souveraineté, séparation des pouvoirs. On reste dans une argumentation circulaire où toutes ces règles peuvent se déduire les unes des autres. Chacune est fondement et explication des autres. La conséquence est que le juge constitutionnel reste d'autant plus libre d'adapter leur portée. Il acquiert d'autant plus de marge de manœuvre. Il pourra troquer une obligation primaire d'indivisibilité contre une obligation secondaire d'égalité, comme il le fait souvent. L'avantage est que la sollicitation de la Constitution apparaîtra plus discrètement liée à des considérations d'opportunité. Le juge a finalement une utilisation du principe d'indivisibilité toute stratégique. Soit il l'applique en l'effaçant au fond, soit au contraire, il s'en sert comme un masque pour faire passer ses exigences dans le droit positif. Unité et diversité des collectivités territoriales, la problématique belge. Marc Verdussen. Professeur de droit constitutionnel, Université de Louvain, directeur du Centre de recherche sur l'État et la Constitution. L'État belge n'a pas toujours été fédéral. Le fédéralisme y est né d'une lente métamorphose, qui s'est opérée par le fractionnement graduel d'un État souverain et sous la pression de forces centrifuges et identitaires. Un succinct retour en arrière s'impose. En 1831, année d'adoption de la Constitution belge, la Belgique est un État juridiquement décentralisé. Le territoire national est divisé en collectivités locales, dans une logique de décentralisation territoriale, les provinces et les communes. La vérité exige cependant de préciser qu'à l'époque, l'autonomie locale inspirait une forte méfiance dans le chef de plusieurs courants politiques, de telle sorte que les pouvoirs réels des provinces et des communes étaient passablement réduits, ce qui a fait écrire à l'historienne E.L.S. Witt que de fait, à cette période, il ne reste pas grand-chose des exigences décentralisatrices de 1828 à 1830. À partir de 1970, la Belgique a décidé de se convertir au fédéralisme. Désormais, elle n'est plus seulement une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Elle est un État fédéral. Pour autant que de besoin, la Constitution le proclame expressément dès l'article 1er. La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions. Les articles 2 et 3 précisent, respectivement, que la Belgique comprend 3 communautés et 3 régions. La communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone, d'une part, la région wallonne, la région flamande et la région bruxelloise qui abritent la capitale du royaume, d'autre part. Ce faisant, le constituant a voulu reconnaître un certain nombre d'identités particulières et les intégrer dans l'organisation de l'État, en aménageant à leur profit de substantiels espaces d'autonomie. S'il est désormais rangé aux côtés de l'Allemagne et des États-Unis ou de la Suisse et du Canada, l'État fédéral belge n'en est pas moins le produit d'une culture politique très spécifique, modelée par un processus historique dont on s'accorde à reconnaître l'absolue singularité. On parle d'ailleurs volontiers d'un fédéralisme unique,
ou mieux encore, d'un fédéralisme à la belge. Une des particularités de l'État fédéral belge réside en ceci que les communautés ne se juxtaposent pas aux régions, mais se superposent au-dessus des régions. Cette configuration est rendue possible par le fait que les communautés ne sont pas des collectivités territoriales à proprement parler, mais des collectivités de personnes. La nuance n'est évidemment pas négligeable. La Belgique est désormais un État fédéral, mais elle n'en demeure pas moins aussi un État décentralisé. En effet, la transformation de la Belgique en un État fédéral n'a pas entraîné pour autant la suppression des provinces et des communes, même si un débat existe depuis plusieurs années sur la question de la suppression des provinces. À ce jour, les provinces sont au nombre de 10 et les communes au nombre de 581. Toutefois, l'État décentralisé a dû s'adapter à l'État fédéral. Jusqu'en 2003, l'aménagement de ces collectivités locales est demeuré, pour l'essentiel, de la responsabilité des autorités fédérales. En 2003, par une modification de la loi spéciale de réforme institutionnelle, qui est une des lois organiques des institutions fédérées, il a été décidé, à l'instar de ce qui se fait dans la plupart des États fédéraux, que les 3 régions seraient désormais habilitées, chacune pour ce qui la concerne et sous réserve de quelques exceptions, à régler la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales. Ces observations préalables étant faites, la question de l'unité et de la diversité dans un État fédéral et décentralisé peut être libellée de plusieurs manières. Nous optons pour la formulation suivante. Les collectivités infra-étatiques ont-elles un statut unique ou des statuts différenciés ? Ainsi posée, la question renvoie à l'application du principe d'égalité aux composantes infra-étatiques de l'État belge. En réalité, il est impossible de répondre à cette question sans opérer une distinction entre les collectivités fédérées et les collectivités décentralisées de. Il ne fait aucun doute que les statuts des collectivités fédérées sont fondamentalement différents de ceux des collectivités décentralisées, les unes et les autres ayant une nature singulière. Par conséquent, la question de l'unité et de la diversité des statuts doit être posée distinctement pour les 2 catégories de collectivités. L'objectif de cette brève contribution est de montrer qu'en cette matière une approche théorique et normative trop idéalisante d'une société politique ou d'un modèle étatique peut se heurter à des réalités humaines et sociales qui ne s'accommodent pas d'une référence à un type idéal d'État, mais réclament au contraire une approche plus pragmatique, plus subtile, plus complexe. Sur ce point, la Belgique est un laboratoire intéressant. 1. En ce qui concerne les collectivités fédérées. Dans un État fédéral, le pouvoir constituant produit un ordre juridique structurant et englobant, l'ordre constitutionnel, qui s'impose aux ordres juridiques partiels des collectivités fédérées, ainsi qu'à l'ordre juridique, lui aussi partiel, de la collectivité fédérale. Le pluralisme inhérent au choix de la forme fédérale doit être garanti par un ordre juridique tiers, au sens où il structure tous les ordres juridiques appelés à se rencontrer dans la communauté politique. Cette suprématie de l'ordre constitutionnel à l'égard de tous les niveaux de pouvoir permet de garantir au mieux l'égalité entre tous les ordres juridiques partiels. L'égalité entre les composantes de l'État fédéral doit donc être envisagée dans une double perspective. D'une part, verticale, égalité entre la collectivité fédérale et les collectivités fédérées, et d'autre part, horizontale, égalité entre les collectivités fédérées. Il en est ainsi tout particulièrement en Belgique, où le système de partage des compétences répond à un souci de cloisonnement des compétences respectives de toutes les composantes de l'État fédéral. L'égalité verticale concerne les rapports entre le niveau fédéral et le niveau fédéré. Dans l'État fédéral belge, la collectivité fédérale, d'un côté, chacune des collectivités fédérées, de l'autre, sont sur un pied d'égalité lorsqu'elles mettent en œuvre les compétences qui leur sont attribuées. Les autorités fédérées ne sont ni subordonnées aux autorités fédérales, ni contrôlées par ces dernières. Par ailleurs, les unes et les autres ont le pouvoir d'adopter des normes ayant force de loi. Cette égalité est une valeur essentielle du modèle fédéral belge et est un des critères qui permet de départager le fédéralisme et la décentralisation. Pour autant, à l'instar de l'égalité entre les individus, elle ne s'entend pas d'une égalité stricte et formelle.
Certaines règles traduisent une prééminence de l'ordre fédéral. Dès le moment où elles répondent à des impératifs objectivement et raisonnablement justifiables, et où elles conservent un caractère dérogatoire, ces règles ne sont pas inconciliables avec l'option fédérale. L'égalité est envisagée ici en tant qu'idéal, et non comme un standard rigide et absolu. Il serait d'ailleurs préférable de parler d'équivalence ou d'équilibre, plutôt que d'égalité. Comme l'a écrit John Trent, le principe fédéral qui sous-tend tous les autres est la notion d'équilibre, qui ne représente pas une position arrêtée, mais plutôt une attitude de base. L'égalité horizontale touche aux relations entre les collectivités fédérées elles-mêmes. Elle nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cette contribution. Dans un État fédéral idéal, la Constitution aménage le statut des autorités fédérales, mais aussi des collectivités fédérées, en privilégiant pour celles-ci un statut uniforme, leur imposant d'agir dans un cadre institutionnel façonné à leur intention et faisant ainsi prévaloir la règle d'égalité jusque dans l'aménagement interne des collectivités politiques qu'elle a contribué à mettre en place. Pourtant, dans la réalité des choses, une telle vision se heurte à de sérieux écueils. D'où la propension de plusieurs États fédéraux, dont la Belgique, à introduire des asymétries, contribuant ainsi à l'émergence d'un fédéralisme dit asymétrique. L'idée qu'un système fédéral ne peut survivre s'il institue des statuts spéciaux est contredite par l'expérience de nombreux pays. Si le fédéralisme entend concilier unité et diversité, le fédéralisme asymétrique a lui pour objectif d'admettre la diversité dans la diversité. Comme l'a bien dit Benoît Pelletier, professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa et alors ministre du gouvernement québécois, l'asymétrie est un hommage à la souplesse et à l'adaptabilité, essentielle à la formule fédérale classique. Pour paraphraser Jean Carbonnier, il y aurait place pour un fédéralisme flexible. Un flexible fédéralisme. En Belgique, l'asymétrie entre les collectivités fédérées se manifeste de différentes manières. On distingue ici 4 figures asymétriques, 1 à 4, et on les complète par quelques constats plus généraux, 5. 1. Les asymétries discriminantes. Au Canada, en Italie ou en Espagne par exemple, les collectivités fédérées ou régionales ne jouissent pas toutes de la même autonomie. Une distinction étant faite entre les provinces et les territoires autonomes Canada, les régions à statut spécial et les régions ordinaires Italie, les communautés autonomes historiques et les communautés autonomes de second rang Espagne. Pourtant, sans jouir de la même autonomie, une partie significative des compétences qui leur sont attribuées sont identiques, ces collectivités étant de même nature. En Belgique, la différence entre les régions et les communautés est tout autre. Les régions et les communautés ne sont pas de même nature et ont donc des compétences distinctes. Et il ne saurait être question d'affirmer une prééminence juridique de l'autonomie régionale sur l'autonomie communautaire, ou inversement. En revanche, de part et d'autre, un traitement différent est réservé à une des 3 entités. Au niveau communautaire, la communauté germanophone a un statut qui diffère sur plusieurs points de celui réservé aux 2 autres communautés. Au niveau régional, c'est la région bruxelloise qui est traitée différemment des 2 autres régions, et ce en raison d'une double particularité. Tout d'abord, la région bruxelloise abrite la capitale du pays, la ville de Bruxelles, et elle accueille de nombreuses et importantes institutions européennes et internationales. À ce titre, elle est astreinte à des contrôles auxquels ne sont pas soumises les 2 autres régions. On en trouve un exemple dans une disposition originale de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises qui prévoit que, dans certains domaines, les lois adoptées par la région bruxelloise peuvent être annulées s'il s'avère qu'elles portent atteinte au rôle international et à la fonction de capitale de Bruxelles. Imaginons qu'afin de prévenir des attentats terroristes sur le territoire de la capitale, la région bruxelloise adopte une loi qui, par une série de mesures liées à l'aménagement du territoire et au transport public, limite considérablement les possibilités de circulation dans les rues de Bruxelles. Un tel objectif législatif est justifiable. Il est question d'assurer la sécurité des habitants de Bruxelles. Il n'en demeure pas moins que semblable loi pourrait entraîner des conséquences de nature à porter atteinte au rôle international et à la fonction de capitale de Bruxelles,
notamment en rendant impossible sur le territoire bruxellois les réunions des sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle, dans un tel cas de figure, les autorités fédérales seraient autorisées à intervenir, le Parlement fédéral pouvant aller jusqu'à l'annulation pure et simple de la loi. Ensuite, si l'on se base sur les données de l'administration fiscale, la région bruxelloise compte plus de 90% de francophones, les Bruxellois flamands étant donc très minoritaires. C'est en grande partie la crainte de la francisation et le statut particulier de Bruxelles, ville flamande à l'origine devenue le symbole d'une Belgique dominée par les francophones, qui explique qu'il ait fallu attendre 8 ans pour que francophones et flamands parviennent à trouver un accord sur le statut de la région bruxelloise, qui plus est un statut distinct, et le traduisent dans la loi spéciale sur les institutions bruxelloises. En effet, la méfiance des Flamands à l'égard d'une région très majoritairement francophone a conduit à soumettre cette région à des contraintes non prévues pour les 2 autres régions et à la priver du bénéfice de règles applicables aux 2 autres régions. Si le traitement différencié réservé à la région bruxelloise a été quelque peu revu à l'occasion de la dernière réforme de l'État, 2012 à 2014, de sensibles différences de traitement subsistent. 2. Des asymétries rééquilibrantes. Au sein de la région bruxelloise, toujours elle, le caractère nettement minoritaire des Flamands a justifié l'adoption au profit de ceux-ci de règles qu'on ne trouve pas dans les 2 autres régions. À la différence des règles évoquées ci-dessus, et spécialement celles touchant au rôle international et à la fonction de capitale de Bruxelles, il s'agit de règles protectrices de la minorité flamande à Bruxelles plutôt que de règles inspirées par une méfiance institutionnelle à l'égard de la région bruxelloise. Par exemple, sur les 89 sièges du Parlement bruxellois, les Flamands se voient réserver, par la loi spéciale sur les institutions bruxelloises, 17 sièges, ce qui ne correspond pas au poids qu'ils représentent dans l'ensemble de la population bruxelloise. Pour la même raison, sur les 5 postes de ministres du gouvernement bruxellois, 2 leur sont réservés. On y verra le reflet inversé des règles de protection dont bénéficient les francophones au niveau fédéral, eux qui sont majoritaires à Bruxelles, mais minoritaires à l'échelle nationale. Il faut savoir en effet que les institutions fédérales sont généralement composées de manière linguistiquement paritaire, Conseil des ministres, Cour constitutionnelle, sauf au Parlement, mais dans ce cas, les francophones disposent de mécanismes de blocage mobilisables au cas où il adviendrait que les Flamands profitent de leur supériorité numérique pour imposer aux francophones des lois nuisant à leurs intérêts. Il s'agit de droits freins, selon l'expression de Nathalie Desrosiers, qui précise que les conceptions enrichies de la démocratie reconnaissent que ce n'est pas seulement le calcul brut des voix qui permettent à une société d'être juste, et que les droits de la personne et la protection des minorités doivent aussi être pris en compte. Pour bien comprendre ces asymétries rééquilibrantes, il faut avoir en tête que la Belgique fait partie, avec le Canada, de ces États dont les ordres juridiques contiennent des dispositions constitutionnelles et législatives fort élaborées visant à protéger les minorités linguistiques, la protection de ces minorités s'inscrivant au cœur de la vie constitutionnelle et politique du pays. 3. Les asymétries constitutives. Les 2 précédentes figures asymétriques sont prévues par la Constitution ou par des lois prises en vertu de la Constitution, dynamique top-down. La 3e concerne des asymétries créées par les collectivités fédérées elles-mêmes, sur habilitation constitutionnelle. En principe, la composition et le fonctionnement des parlements et des gouvernements de communautés et de régions est réglé par la Constitution, et dans le prolongement des règles constitutionnelles, par des lois fédérales, dont la loi spéciale de réforme institutionnelle et la loi spéciale sur les institutions bruxelloises, déjà citées ci-avant. Cependant, la Constitution autorise le législateur fédéral à désigner certains aspects de la composition et du fonctionnement des parlements et gouvernements qui peuvent être réglés par les régions et les communautés elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne. Le cas échéant, elles le font par des lois adoptées à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés et pour ce qui concerne la région bruxelloise, à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, mais également à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique du Parlement bruxellois. On parle d'autonomie constitutive. Dans la mesure où les régions et les communautés n'ont pas le pouvoir de faire œuvre constituante,
l'autonomie constitutive n'est pas une autonomie constituante, au sens formel du terme. Pour éviter toute ambiguïté, certains préfèrent d'ailleurs parler d'autonomie organisationnelle. Un exemple significatif mérite d'être retenu. Sur la base de l'autonomie constitutive, la région wallonne a adopté le 9 décembre 2010 un dispositif législatif limitant la possibilité pour les membres du Parlement wallon de cumuler leur mandat régional avec un mandat au sein d'un collège communal, telle la fonction de bourgmestre ou d'échevin dans une commune. Il y est prévu que pour les 3/4 des membres de chaque groupe politique, le mandat de membre du Parlement est incompatible avec un mandat au sein d'un collège communal, le dernier quart regroupant ceux qui ont obtenu le plus haut taux de pénétration lors des élections régionales. Seuls ces derniers sont autorisés à cumuler. Par comparaison, rien de semblable n'existe en région flamande. Et en région bruxelloise, 3 propositions ont été déposées. Une proposition de décumul intégral entre le mandat de membre du Parlement bruxellois et la fonction de bourgmestre ou d'échevin, une proposition de décumul partiel pour les communes comptant plus de 50 000 habitants, une proposition de décumul partiel pour les 3/4 des membres de chaque groupe politique. Seule la première proposition a été discutée, mais elle a été rejetée en séance plénière. Par ailleurs, les régions ont parfois utilisé leur autonomie constitutive pour légiférer dans la même direction. Ainsi, sur la base de cette autonomie constitutive, la région wallonne et la région flamande ont décidé qu'un membre du Parlement régional élu en qualité de membre du gouvernement régional cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions de parlementaire que s'il démissionne de ses fonctions de ministre. 4. Une rationalisation par l'asymétrie. La complexité inhérente au dédoublement entre un niveau régional et un niveau communautaire a été partiellement rencontrée par une réduction de la différence entre la région flamande et la communauté flamande. La loi spéciale de réforme institutionnelle prévoit que, moyennant quelques adaptations procédurales, les institutions de la communauté flamande, un parlement et un gouvernement, règlent non seulement les matières communautaires, mais aussi les matières régionales, celles qui sont de la responsabilité de la région flamande. Tout en conservant une personnalité juridique distincte, la région flamande se trouve ainsi dépourvue d'institutions propres. En n'imposant pas le même rapprochement entre la région wallonne et la communauté française, la loi spéciale de réforme institutionnelle crée une asymétrie entre les institutions flamandes, le nord, et les institutions francophones, le sud. S'il n'en est pas ainsi au sud du pays, c'est notamment parce que les francophones sont incapables de sortir du dilemme entre une logique régionale et une logique communautaire. Pour des raisons historiques, les francophones cherchent à intégrer les intérêts distincts des francophones de Wallonie, les Wallons, et des francophones de Bruxelles, englués dans un débat qui est intra-francophone. Par exemple, un habitant de Gand ayant le projet de construire une nouvelle maison ou de créer un centre culturel doit se soumettre aux normes adoptées par le Parlement et le gouvernement flamand, donc par les mêmes institutions. En revanche, un habitant de Namur doit respecter les règles adoptées par le Parlement et le gouvernement wallon pour la construction de sa maison, l'urbanisme étant inclus dans les compétences de la région wallonne, tandis que la création du centre culturel relève des règles adoptées par le Parlement et le gouvernement de la communauté française, la culture étant une compétence de la communauté française. 5. Des constats généraux. Les 4 figures asymétriques relevées ci-dessus permettent de dégager un certain nombre de constats plus transversaux. Remarquons avant toute chose que ces asymétries ont toutes un fondement textuel. Lorsqu'elles sont prévues par la Constitution, elles sont par la force des choses bétonnées, étant ainsi immunisées dans l'ordre interne. En revanche, formellement, les asymétries prévues par les lois de réformes institutionnelles ne bénéficient pas de la même immunisation, ces lois étant infraconstitutionnelles. Pourtant, dans la réalité, elles sont largement préservées. En effet, lorsque la constitutionnalité d'une asymétrie prévue par le législateur est contestée, par exemple au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, la Cour constitutionnelle trouve généralement un moyen de la rattacher à la Constitution elle-même et elle précise alors qu'elle n'est pas compétente pour en connaître. Et lorsque l'asymétrie prévue par le législateur est querellée au regard d'une norme de droit européen, par exemple,
l'article 3 du protocole additionnel numéro 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, droit à des élections libres, la Cour la justifie en se fondant sur les particularités institutionnelles de l'État fédéral belge. En somme, les pulsions asymétriques du monde politique sont encouragées par une bienveillance complice des juges constitutionnels. Les différentes formes d'asymétrie ne sont pas pour autant dénuées de justification, ce qui nous amène à un autre constat. De toute évidence, elles obéissent à des préoccupations objectives. Il s'agit de faire coexister un régime général, un régime de droit commun, avec des régimes spécifiques, justifiés par la diversité des sociétés particulières qui cohabitent sur un même territoire. Des sociétés distinctes, pour reprendre un néologisme politique que les Québécois connaissent bien. Est-il besoin de préciser que la Constitution belge ne consacre pas un principe comparable au principe de l'indivisibilité de la République, France, ou au principe de l'unité indissoluble de la nation, Espagne? 2. En ce qui concerne les collectivités décentralisées. L'organisation et le fonctionnement des provinces et des communes sont marqués, elles aussi, par des formes d'asymétrie, mais pour l'essentiel celles-ci leur sont imposées, l'autonomie locale étant sur ce plan très limitée. Les régions étant en principe compétentes pour régler les aspects les plus essentiels de la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales, voie supra, on distingue les asymétries choisies par les régions, 1, et celles qui leur sont imposées par ou en vertu de la Constitution, 2. 1. Des asymétries choisies par les régions. La compétence des régions pour régler les institutions provinciales et communales engendre d'inéluctables disparités, existantes de lege lata ou envisagées de lege ferenda. Par exemple, selon les régions, le bourgmestre n'est pas désigné selon les mêmes modalités. Dans les communes de la région wallonne, le bourgmestre est élu par les électeurs de la commune. Plus précisément, est désigné de plein droit bourgmestre le candidat qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les partis politiques qui sont partis au pacte de majorité. En revanche, dans les communes bruxelloises et flamandes, c'est le gouvernement régional bruxellois ou le gouvernement flamand, selon le cas, qui nomme le candidat proposé par le parti qui a obtenu la majorité absolue au conseil communal, ou celui proposé par la coalition de partis qui s'associent pour former une majorité, quel que soit le nombre de voix de préférence obtenues par le candidat ainsi présenté. Autre exemple, en région flamande, le programme du nouveau gouvernement flamand, mis en place à la fin septembre 2019, prévoit la suppression de l'obligation de vote pour les élections provinciales et communales. Le projet crée un certain émoi dans la partie francophone du pays, car c'est là une brèche dans un pilier de la culture politique nationale, le vote étant obligatoire en Belgique depuis le XIXe siècle. Il n'en reste pas moins que c'est une conséquence naturelle du fédéralisme, et que rien ne peut l'empêcher, dans la mesure où l'obligation de vote au niveau local n'a pas été constitutionnalisée. Cela étant, l'autonomie des régions n'est pas absolue. Constitutionnellement, elle est limitée à 3 égards au moins. Une première limite est posée par l'article 162 de la Constitution, qui impose aux régions de respecter un certain nombre de principes. On y trouve notamment l'élection directe des conseils provinciaux ou communaux, la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux, la publicité des budgets et des comptes, ou encore le contrôle de tutelle, respect de la légalité et de l'intérêt général. En revanche, comme nous l'avons déjà indiqué, le caractère obligatoire du vote n'en fait pas partie, alors qu'il est constitutionnalisé pour les élections fédérales. Une deuxième limite résulte de l'article 8 de la Constitution. Jusqu'en 1998, ce dernier réservait aux seuls nationaux les droits de vote et d'éligibilité, toute élection confondue. En 1998, il a été revu afin d'habiliter le législateur fédéral à accorder les droits de vote et d'éligibilité pour les élections communales, non seulement aux ressortissants des États membres de l'Union européenne, il s'agissait par là de se conformer au traité de Maastricht, mais aussi aux étrangers non communautaires. À ceci près que pour ces derniers, le législateur peut se limiter à ne leur accorder que le droit de vote et non le droit d'éligibilité. Fort de ces 2 habilitations, le législateur fédéral est intervenu à 2 reprises, en 1999 puis en 2004.
De ceci, il résulte qu'en organisant les élections communales, les régions sont dans l'impossibilité de retirer aux étrangers les droits électoraux que la loi fédérale leur accorde ou, à l'inverse, de leur accorder des droits électoraux que la loi fédérale leur refuse. Droit d'éligibilité des étrangers non communautaires aux élections communales, droit de vote et d'éligibilité de tous les étrangers aux élections provinciales. Une troisième limite découle du principe d'égalité et de non-discrimination, consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose par ailleurs à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause. Le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Compte tenu de cette jurisprudence, les régions peuvent-elles introduire des différenciations en réglant les institutions provinciales et communales ? En réalité, la rupture du principe d'égalité et de non-discrimination doit être envisagée à deux niveaux. A. Rupture d'égalité entre les habitants de communes ou de provinces relevant de régions différentes. Sur ce point, la réponse de la Cour constitutionnelle est catégorique. Dans un arrêt du 25 avril 1995, elle a jugé qu'une différence de traitement dans des matières où les régions disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci. Une telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de signification si le seul fait qu'il existe des différences de traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même matière dans les diverses régions était jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette jurisprudence procède de l'idée que, dans les matières régionalisées, les citoyens sont inévitablement soumis à des règles différentes. Annoncé par deux précédents arrêts, l'arrêt du 25 avril 1995 sera confirmé dans plusieurs arrêts ultérieurs, en des termes identiques ou similaires, au point que la Cour en a fait une antienne. Elle considère de manière constante que l'autonomie des entités fédérées l'empêche d'établir une comparaison pertinente, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, entre les destinataires de législation adoptées par des entités fédérées différentes. Il n'est pas surprenant de trouver dans la jurisprudence constitutionnelle d'autres États fédéraux, Allemagne, Canada ou encore Suisse, la même solution que celle retenue par la Cour constitutionnelle belge, ainsi que dans la jurisprudence européenne, tant de la Cour européenne des droits de l'homme que de la Cour de justice de l'Union européenne. B. Rupture d'égalité entre les communes ou les provinces relevant de la même région. Lorsqu'en légiférant, une région crée une différence de traitement entre des provinces ou des communes se situant sur son territoire, elle doit veiller à fonder cette différence de traitement sur une justification objective et raisonnable, selon la formule usuelle que la Cour constitutionnelle tire des articles 10 et 11 de la Constitution, siège du principe d'égalité et de non-discrimination, voie supra. Précisons que selon la Cour, ce principe s'applique non seulement aux citoyens pris individuellement, mais aussi à des groupes composés de citoyens. Il peut être mobilisé lorsqu'un groupe composé de citoyens est traité différemment de groupes configurés de manière identique par le droit positif. Une ou des communes par rapport à d'autres communes, par exemple. Par exemple, le 18 mai 2017, la Cour constitutionnelle a annulé un décret de la région flamande du 3 juillet 2015 réorganisant la politique de subventionnement des communes, jugeant que le nouveau système de financement instaure une discrimination non justifiée par des besoins légitimes, entre 6 communes de la région flamande à forte majorité francophone et les autres communes flamandes. Quelques années auparavant, c'est un décret de la région wallonne réglant le subventionnement des communes wallonnes qui était contesté devant la Cour constitutionnelle,
en ce qu'il opérait une distinction entre 3 catégories de communes en fonction notamment de l'importance de leur population. Entre autres griefs dont était saisie la Cour, la commune de Namur s'est plainte d'un traitement discriminatoire, étant rangée dans la catégorie 2, alors que Charleroi et Liège étaient rangés dans la catégorie 1. La Cour a ici jugé que la distinction entre les 3 catégories et les critères retenus était objectivement et raisonnablement justifiable. 2 questions doivent ici être examinées. Première question. Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d'un recours ou d'une question préjudicielle ayant pour objet un éventuel traitement discriminatoire par une législation régionale de catégorie de province ou de commune, peut-elle procéder, si elle le juge pertinent, à une comparaison entre cette législation et des législations régionales comparables? Dans plusieurs arrêts, elle s'y est refusée, alors même que parfois elle y a été expressément invitée par une des parties. Ainsi, elle a jugé qu'une comparaison entre les normes émanant de législateurs régionaux différents ne serait pas juridiquement pertinente. Or, dans le cadre du test de proportionnalité, la Cour devrait pouvoir s'autoriser une certaine sensibilité au fait que d'autres législateurs ont pu poursuivre un objectif identique ou analogue. Il est impératif de s'en assurer, tout en soumettant des catégories identiques ou similaires de personnes à un traitement différent, mais non discriminatoire. Elle devrait d'autant s'engager dans cette voie qu'elle accepte de s'interroger sur l'existence d'une éventuelle mesure moins discriminatoire. Par là, il ne s'agit pas de condamner une législation du seul fait qu'elle diverge des législations adoptées dans la même matière par les autres entités fédérées, mais parce qu'elle est jugée intrinsèquement discriminatoire. Dans le jugement de la Cour, le rapprochement avec d'autres législations n'interviendrait que comme un élément du contrôle de la proportionnalité de la norme. Qui plus est, c'est un élément parmi d'autres. Le seul constat que les autres législations sont moins strictes ou sévères ne suffit évidemment pas à incriminer la norme mise en cause ou questionnée devant les juges constitutionnels. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne emporte à cet égard des enseignements intéressants. La Cour européenne des droits de l'homme s'autorise, elle aussi, des rapprochements entre les législations émanant des collectivités fédérées d'un même État, tels les Länder en Allemagne. La pertinence de ces rapprochements ne doit pas occulter les effets pervers qu'ils sont de nature à provoquer, s'il n'y est pas recouru avec suffisamment de circonspection. En effet, on peut voir une certaine hypocrisie dans le fait d'affirmer que le principe d'égalité et de non-discrimination s'accommode de la diversité fédérale, et dans le même temps de faire de cette diversité un handicap dans toute entreprise de justification de mesures limitatives de droits et libertés. Seconde question. Le principe d'égalité et de non-discrimination peut-il aussi être mobilisé lorsqu'un groupe composé de citoyens, tel une commune, est traité différemment de groupes qui ne sont pas composés de manière identique, une personne morale de droit public d'un autre type ou même une personne morale de droit privé? Cette question reçoit de la Cour constitutionnelle une réponse très pragmatique, fondée sur le test de comparabilité. Si les catégories en cause sont comparables, la Cour accepte de mettre en œuvre un contrôle d'égalité. Dans un arrêt, elle a même admis que dans l'espèce dont elle était saisie, l'État et les particuliers se trouvent dans des situations suffisamment proches pour que l'on puisse conclure à leur comparabilité. 2. Des asymétries imposées aux régions. Si les régions sont compétentes pour régler la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et locales, cette compétence est assortie de quelques exceptions, certains aspects de la matière demeurant de compétence fédérale. Ces exceptions procèdent notamment du souci de préserver la pacification communautaire entre flamands et francophones. Or, les règles imposées aux régions par les autorités fédérales peuvent revêtir un caractère asymétrique. C'est ainsi que les régions se voient imposer par la législation fédérale sur l'emploi des langues en matière administrative, des asymétries relatives au régime linguistique applicable aux administrations, notamment communales. Cette législation prévoit, en fonction de la localisation des services administratifs locaux, des règles spécifiques sur la langue que doivent utiliser ces services administratifs, à la fois dans leurs rapports mutuels, mais aussi dans les contacts avec le public. Dans la région bruxelloise, c'est le règne du bilinguisme. Ailleurs, c'est l'unilinguisme qui prévaut, mais pas de manière absolue. Par exemple,
Dans quelques communes de la région flamande où les francophones sont majoritaires, la législation leur octroie certains droits que dans le langage courant on qualifie de facilités linguistiques. Ils peuvent par exemple exiger que les documents communaux leur soient notifiés en français. Il en découle que sur le territoire d'une même région, peuvent coexister des communes soumises à des exigences linguistiques différentes. Toute modification sur ce point passe par une intervention du législateur fédéral et donc échappe aux compétences des régions. Conclusion. Si la Belgique a survécu, jusqu'ici à de profondes crises institutionnelles et à une forte dynamique centrifuge, impulsée par des revendications identitaires, voire par des pressions séparatistes, c'est notamment grâce à un art consommé du compromis et à une bonne dose de pragmatisme. Le résultat est là, un fédéralisme multidimensionnel, fondé sur un dédoublement entre des régions et des communautés qui se superposent les unes sur les autres, mais aussi, et peut-être surtout, sur d'importants dispositifs asymétriques. Ces dispositifs concernent les collectivités fédérées, mais ils touchent aussi les collectivités décentralisées. Toute médaille a un revers. Ici, le revers réside dans la relative opacité pour les citoyennes et les citoyens de ce fédéralisme multidimensionnel et asymétrique. La Belgique est un État fédéral, mais aussi un État démocratique avec ce que cela implique sur le plan de la transparence. Le caractère démocratique d'une architecture institutionnelle, loin de dépendre uniquement de la légitimité des élus qui l'ont adoptée, est également tributaire de sa plus ou moins grande intelligibilité par les citoyens. Or, progressivement, dans le rapport entre unité et diversité, on a privilégié la seconde au détriment de la première, notamment en inoculant dans le système fédéral des doses massives d'asymétrie. Le système institutionnel n'en est que plus amphigorique. C'est préoccupant. Le régionalisme différencié en Italie. Patrizia Vipiana. Professeur de droit public à l'Université de Gênes. Seront traités successivement les points suivants. 1. Le principe de différenciation dans la Constitution italienne. 2. Les différences entre les régions avec autonomie spéciale et les régions avec autonomie ordinaire. 3. Les différences parmi les régions avec autonomie spéciale. 4. Les différences susceptibles d'être introduites parmi les régions avec autonomie ordinaire. 5. L'Italie en tant qu'État régional différencié. 1. Le principe de différenciation dans la Constitution italienne. La Constitution italienne, entrée en vigueur le 1er janvier 1948 et modifiée plusieurs fois, en particulier en 2001, a choisi la forme de l'État régional. En Italie, il y a 20 régions, énumérées par l'article 131 Const, qui exercent la fonction législative. Elles peuvent adopter des lois, sources de droit de niveau primaire, comme l'État et contrairement aux collectivités subrégionales, provinces, villes métropolitaines et communes. La Constitution, selon le texte originaire de 1948, n'a pas prévu expressément le principe de différenciation, mais permet son application dans le cadre du régionalisme parce qu'elle distingue deux types de régions. Celles 5, avec statuts spéciaux, dites aussi régions avec autonomie spéciale, et celle 15 avec statut ordinaire, dite aussi région avec autonomie ordinaire. Le principe de différenciation a été introduit explicitement dans la Constitution par la loi constitutionnelle n° 3/2001, qui a modifié l'article 118 Const. Le premier alinéa de cet article établit que les compétences administratives sont attribuées aux communes à l'exception des fonctions qui, afin d'en assurer l'exercice unitaire, sont conférées aux provinces, aux villes métropolitaines, aux régions et à l'État, sur la base de 3 principes nommés dans cette disposition, parmi lesquels celui de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.